Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième rendez-vous de l'inclusion. Chaque mois, le service aux parents d'élèves de l'appel national vous propose le jeudi, sur la pause méridienne, un webinaire afin d'approfondir une thématique liée à l'inclusion. Pour cette deuxième rencontre, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Solveig Vattel, chargée de mission Accueil de tous au secrétariat général de l'enseignement catholique, et Madame Chantal Exbraya-Dumas, parent d'élèves, référente école inclusive pour l'appel du Vaucluse. Elles vont nous aider à mieux comprendre les aménagements scolaires. Le webinaire va se dérouler en 2 temps, 25 minutes de présentation, 15 minutes de témoignage et de retour d'expérience, puis 20 minutes d'échange, durant lesquelles vos questions écrites seront relayées. Je vous souhaite un bon rendez-vous de l'inclusion. Solveig, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Marie, merci également à l'appel pour son invitation. Donc vous avez eu, comme Marie vous l'a exprimé, les différents intervenants et nous allons passer 25 minutes à essayer de comprendre ensemble comment se passent les aménagements d'une scolarité pour les enfants à besoins éducatifs particuliers. Vous avez le programme qui défile à ce moment-là. Alors souvent, on va déjà se poser la question de qui sont ces enfants, comment se passent un petit peu les différents projets et comment cela se met en œuvre dans toute la scolarité, que ce soit sur les temps scolaires ou bien évidemment lors des aménagements d'examen. Quand on pense aux élèves à besoins éducatifs particuliers, on peut penser aux enfants qui sont en situation de handicap, que ce soit du handicap physique, sensoriel, cognitif, psychologique. Mais il y a également les enfants qui sont en grande difficulté d'apprentissage ou d'adaptation scolaire en règle générale. Et puis, il y a des publics un petit peu aussi où on est sur des intelligences précoces ou sur des enfants qui ont des parcours de vie contextualisés suite à la maladie ou des enfants allophones, donc primo-arrivants ou qui ont des scolarités plus fragmentées comme les enfants des gens du voyage ou les enfants itinérants. Cette diversité, un petit peu de contexte, eh bien, au niveau de la mise en œuvre, ça crée, vous voyez l'image, parfois une impression de sphère, de cacophonie, et on a parfois du mal, en tant que parent, à se repérer. Donc, l'objectif, ça va être un petit peu de voir quelles sont les différentes mises en œuvre, des aménagements qui peuvent se faire dans la classe en fonction un petit peu de toutes les situations que l'on peut rencontrer. Au niveau de la mise en œuvre des aménagements dans les classes, la famille, l'équipe enseignante, psychologue, partenaire quel qu'il soit du médico-social, à un moment se questionne sur la scolarité d'un jeune ou d'un enfant. Et donc, il va y avoir, en fonction du pilotage du chef d'établissement, l'organisation d'une équipe éducative. Donc, tout le monde va se réunir autour d'une table pour justement discuter des obstacles ou des difficultés ou des questions qui se posent sur la scolarité d'un enfant. Cette équipe éducative est composée de plusieurs acteurs. Au minimum, dans cette équipe, nous allons retrouver les parents, tuteurs ou représentants légaux de l'enfant, les enseignants de la classe ou du dispositif concerné où se trouve l'enfant, l'élève lui-même et le chef d'établissement. Cette équipe éducative peut également être élargie avec la présence du médico-social, de la psychologue, du médecin, de l'infirmière ou des cadres éducatifs de l'établissement. Quel est le but de cette équipe éducative réunie autour de l'enfant? Eh bien, tout d'abord, forcément, c'est faire le point sur la situation que l'enfant vit dans et hors l'école. C'est croiser les regards, partager les points de vue que chacun peut avoir
dans l'écoute et le respect de chacun des places. Tout le monde a sa place, toute sa place, et sa place ajustée dans cette équipe éducative. Et ensuite, eh bien, c'est explorer le champ des possibles, les différentes aides, en vue d'élaborer un projet pour l'enfant. Donc, des aménagements potentiels. L'objectif est vraiment de créer toutes les conditions nécessaires à une contractualisation pour une scolarité la plus sereine possible pour l'enfant. Cela peut aboutir à plusieurs mises en œuvre. Quand les besoins éducatifs particuliers repérés sont plutôt de l'ordre d'une différenciation pédagogique ou d'une aide individualisée, bref, quand cela peut être géré en interne à l'école, on va plutôt se retrouver du côté du PPRE, parce que comme vous le savez, nous aimons beaucoup les sigles. Donc, premier petit zoom, que veut dire ce mot PPRE, pas d'inquiétude. C'est un programme personnalisé de réussite éducative. Donc, le PPRE a été inscrit, article 16, dans la loi de 2005 et rappelé dans différentes circulaires. C'est un dispositif pédagogique. On est vraiment là pour trouver un programme pour remédier à des difficultés scolaires qui seraient en lien avec le socle commun de compétences et de connaissances. Ce PPRE se fait quasi systématiquement en cas de redoublement de l'enfant d'une des classes. Et vraiment, l'objectif, c'est de coordonner des plans d'action, de mise en œuvre pour un soutien pédagogique. À l'issue, on arrive à un document de communication écrit où on met en place les objectifs visés, les différentes modalités de mise en œuvre, un calendrier avec des échéances et des critères d'évaluation de ce dispositif. Donc, on est vraiment dans un travail local au sein de l'école de différenciation pédagogique et d'aide individualisée à l'enfant. Soit, lorsque l'équipe se réunit, on se rend compte que le besoin éducatif nécessite non plus une différenciation, mais véritablement des aménagements. Aménagements scolaires, spécifiques, contractualisés. Et dans ce cas-là, on va plutôt être du côté des PAI ou des PAP. Le PAI lorsqu'on est dans le cadre d'une maladie chronique ou invalidante, et le PAP quand on est vraiment dans des troubles spécifiques d'apprentissage. Faisons un zoom sur ces deux projets. Le PAI, qui est un projet d'accueil individualisé, concerne les enfants qui sont dans des situations de maladie invalidante, qui sont atteints de troubles de santé, souvent chroniques, ou qui évoluent, ou en tout cas qui se situent sur une période qui est un petit peu longue. Pour créer ce projet d'accueil individualisé, ce PAI, vous voyez qu'on sort vraiment du domaine propre de l'interne de l'école et qui a vraiment une obligation d'élaborer ce projet d'accueil avec des médecins. Autre projet que j'ai évoqué, il s'agit du PAP, le projet d'accompagnement personnalisé. Donc, ce sont des besoins éducatifs qui sont liés à des troubles d'apprentissage, quelle que soit un petit peu l'origine de ce trouble. En tout cas, je l'ai bien mis en gras, il y a nécessité d'un diagnostic. Donc, à nouveau, une réflexion avec le médico-social. Ça s'inscrit vraiment dans un temps long, plus long que le PPRE. On est véritablement dans un parcours scolaire, parcours de formation ou peut-être parcours de vie du jeune. Le but, c'est véritablement d'envisager des adaptations, des aménagements pour que l'enfant, lorsqu'il suit sa scolarité, ait les mêmes chances de réussite que tous les autres enfants. Donc là, véritablement, il y a des conseils et des préconisations qui vont être donnés à l'équipe enseignante pour guider son action pédagogique et il va y avoir des rencontres qui vont se faire au fil de l'année, au fil de l'eau, comme qui dirait, pour véritablement revoir, évaluer, ajuster aux besoins de chaque élève, puisque chaque enfant a quand même des besoins spécifiques, donc on réfléchit pour véritablement adapter au mieux les aménagements pour la réussite de chacun.
Alors, je fais plus un focus particulier sur le PAP, puisque Elisabeth Borne, notre ancienne ministre, avait créé plusieurs mesures en mai 2025, dont la première concernait la prévention, la détection et la promotion de la santé, notamment de la santé mentale. Et il était prévu dans une mise en œuvre à la rentrée 25 qu'au niveau des PAP, qui serait mis en place pour éviter un petit peu un engorgement, une activité chronophage de supervision de la médecine scolaire des PAP. Ces PAP reviennent aux équipes éducatives. Pour l'instant, le décret est en attente d'être voté. Je pense que vous connaissez le contexte. Donc, il y a un petit retard au démarrage de cette rentrée qui peut parfois créer du trouble et différentes interprétations en fonction des rectorats. Mais normalement, les choses devraient aller vers ce décret prochainement. Dernière possibilité, dans le questionnement de la scolarité d'un jeune, dans cette équipe éducative, on peut parfois faire le constat que les besoins éducatifs de l'enfant nécessitent alors non plus une différenciation comme le PPRE, non plus des aménagements comme le PAI ou le PAP, mais véritablement des compensations. Que ces compensations soient des compensations humaines, avec la présence d'AESH, qu'elles soient au niveau du matériel pédagogique, d'orientation particulière ou de services de soins. Donc là, on rentre dans une procédure un petit peu plus complexe avec la MDPH qui tend à devenir MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, qui commence à s'appeler dans certains lieux MDA, maison départementale de l'autonomie. Et donc, c'est avec eux que vont se créer le dernier projet que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est le PPS. Là, on est vraiment dans une équipe éducative et une équipe de suivi de scolarisation, donc ce qu'on appelle l'ESS, qui va véritablement observer avec un GEVASCO, avec une équipe pluridisciplinaire, évaluer un petit peu la nécessité, les besoins que l'enfant a au niveau des compensations pour continuer une scolarité et un parcours serein. Et c'est la CDAPH, donc la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées, qui va décider de ce projet personnalisé de scolarisation. Et ensuite, la mise en œuvre, l'application du PPS, les adaptations pédagogiques vont être véritablement suivies par une équipe de scolarisation dans le but d'inclure, même si je n'aime pas ce mot, au mieux tous les enfants au niveau scolaire. Je vous ai laissé 2 slides que vous pourrez bien évidemment consulter en replay. Comment les parents peuvent saisir la MDPH et comment, si les parents ne sont pas d'accord, il peut y avoir des recours. Mais comme vous voyez dans le QR code en bas à gauche, vous avez également le replay du premier webinaire qui évoque également ces différentes démarches. Donc, je ne voulais pas être redondante et vraiment m'inscrire dans le prolongement de vos premiers rendez-vous de l'inclusion. Donc, je passe ces 2 slides. Donc, si je dois résumer, parce qu'on est quand même très, très doué pour mettre beaucoup de sigles et perdre tout le monde, les PPRE, c'est vraiment un outil en interne d'une différenciation pédagogique pour aider les enfants. Le PAP, là, on est plus dans les troubles d'apprentissage, on va être un petit peu dans des adaptations, dans des projets pédagogiques individualisés. Et le PPS, on part sur de la compensation et là, on est en lien avec la MDPH ou la MDA pour véritablement compenser les choses. Donc, ça dépend un petit peu de ces divers profils d'élèves ou d'enfants. Eh bien, divers projets émergent plus ou moins importants avec plus ou moins d'acteurs. Voilà ce que je voulais vous dire pour répondre aux premières questions que j'avais reçues. L'objectif de ces aménagements sur temps scolaire,
en classe, en sortie scolaire, lors des temps périscolaires, c'est bien évidemment de les transposer aussi sur des moments clés de la scolarité des enfants, que sont les examens. Donc, en fonction des projets, les aménagements d'examen seront plus ou moins longs ou plus ou moins directs. Quand on est dans un PPRE, les aménagements pour les examens ne sont pas des aménagements directs. Il y a une procédure longue à mettre en œuvre. Pour les PAP et les PAI, il y a des possibilités d'aménagement d'examen, bien évidemment, et là, on est dans une procédure un petit peu plus courte, mais qu'il convient également d'anticiper, on va le voir ensuite. Et pour les projets type PPS, là par contre, les aménagements, il y a un droit garanti aux aménagements lors des examens. Donc c'est vraiment en fonction du projet qui est mis en œuvre que les aménagements d'examen seront plus ou moins automatiques ou plus ou moins longs à monter. Là, je vous ai donné 4-5 exemples d'aménagements en classe qui peuvent également ensuite, en tout cas pour les 4 premiers, se faire lors des examens. On a parlé d'aménagement long, on a parlé d'aménagement court. Voilà un petit peu un chemin du process pour que les aménagements faits en classe aient lieu également lors des examens. Donc, quand on a un PAP, un PAI ou un PPS, nous passons normalement dans les procédures simplifiées. Donc, il y a un formulaire national qui est à compléter par la famille, qui se fait bien évidemment aider par l'équipe éducative et l'école, avec une appréciation de l'équipe pédagogique, et cette demande est ensuite transmise à l'autorité administrative que l'on appelle le SIEC, Service interacadémique des examens et concours. Et ensuite, une notification est faite à la fois au candidat et au chef d'établissement du centre d'examen concerné pour que les aménagements soient bien préparés en amont et effectifs lors de l'examen. Quand il y a des aménagements non formalisés, type PPRE, puisqu'ils sont en interne, ou quand on demande des aménagements différents de ceux vécus en classe pour diverses raisons, aggravation ou amélioration, on peut espérer de temps en temps aussi de la situation, des limitations temporaires d'activité, un enfant qui se casse le bras droit juste avant de passer son brevet, ou des majorations de temps. La procédure est un petit peu plus longue. On passe par la procédure complète, toujours un formulaire national. Vous trouverez les liens sans difficulté. Et ensuite, la même chose, une appréciation pédagogique et également du médecin. Cette demande est transmise au SIEC et ensuite les notifications sont faites ou pas. C'est un parcours, c'est parfois une odyssée et un défi pour les parents, hein. Et si on ne peut donner qu'un conseil, vous en aurez plusieurs, mais en tout cas, le mien, de l'endroit d'où je suis, serait que il faut véritablement anticiper le plus tôt possible. Et vraiment, l'année précédant l'année de l'examen semble intéressant, hein. Donc, s'intéresser aux procédures en classe de 4e pour le brevet, en classe de seconde pour les épreuves anticipées de première, et en classe de première pour le baccalauréat. Donc là, c'était un petit peu les différents projets, école, collège, lycée. Je voulais finir dans ce temps qui m'est imparti, qui est un petit peu rapide, mais on aura les questions après, hein, on se tient à votre disposition, sur les aménagements dans le supérieur. Parce que les enfants sont amenés à devenir des jeunes et pour certains des étudiants, que ce soit au niveau de la faculté, des BTS, des BUT, etc. Eh bien, ce projet s'appelle PAEH, Plan d'accompagnement de l'étudiant handicapé, où on retrouve également les aides techniques, pédagogiques, les aménagements humains et aussi les aménagements d'examen. Donc, vous avez également plusieurs exemples qui vous sont proposés. Donc, les aménagements d'examen ou les accompagnements administratifs qu'on retrouvait déjà en lycée professionnel, mais voilà, les stages ou les mobilités internationales, les Erasmus+. Ces aménagements PAEH
sont valables pour tout un cycle. Donc, quand ils sont actés pour un BTS, ça marche pour les 2 années de BTS, de but. Quand c'est en L1, ça fonctionne jusqu'à L3, bien évidemment. Pour les concours post-bac, puisque certains enfants aussi font les concours juste après le baccalauréat, généralement, ce sont les aménagements du baccalauréat qui sont reconduits, sauf demande contraire de la part du candidat, bien évidemment. Donc, vous avez encore des possibilités dans le supérieur. Je vous ai également mis, comme dans les slides précédentes, des exemples d'aménagements qui peuvent arriver pour les examens. À noter vraiment celle du bac et la possibilité d'étaler les épreuves sur plusieurs sessions, qui semble parfois important pour certains de nos jeunes. En conclusion, puisque j'ai jusqu'à 50 et qu'il est 49, même si ce parcours est parfois long et confine au parcours du combattant pour les parents, ne jamais oublier que parents et enseignants sont avant tout des partenaires, qui sont autour de l'enfant et qui sont tous les deux parties prenantes pour faire réussir l'enfant en tant qu'élève dans son parcours scolaire et de vie. Les projets qu'on a évoqués précédemment, vraiment ne pas culpabiliser. Ce ne sont pas des privilèges, ce sont des droits légaux pour compenser un obstacle objectif, factuel, vérifié. Et vraiment, l'essentiel pour que ce parcours ne soit pas trop difficile, c'est d'anticiper toutes les démarches, de les faire le plus tôt possible et d'être en dialogue constant, non seulement avec l'équipe éducative de l'établissement, mais également avec tous les partenaires quand il y en a d'autres, et notamment les partenaires du médico-social. Au collège, au lycée, dans le supérieur, enfin, et je m'arrêterai là, ne pas oublier que le jeune est acteur de son parcours. Souvent, on a tendance à réunir une équipe autour de l'enfant. L'enfant est au centre, mais il n'est pas dans le cercle décisionnaire. Il faut aussi que le jeune sache exactement quel aménagement lui convient et lequel lui convient peut-être parfois le moins. C'est là-dessus qu'il peut nous guider. Et j'en ai fini. Et je passe la main à une maman qui va montrer aussi un témoignage inspirant, parce que là, c'est un petit peu la règle, mais il est intéressant aussi de voir concrètement, dans le réel, en tant que parent, comment on peut vivre les choses. Donc, merci de m'avoir permis de prendre la parole. Je suis parent de 2 enfants en situation de handicap. L'aîné vient d'entrer dans le supérieur, le second vient d'entrer au lycée. Donc, nous avons entamé cette odyssée dont parlait Solveig il y a un certain nombre d'années quand ils étaient en maternelle. On a commencé le parcours diagnostic en maternelle parce que tous les deux ont des troubles multiples qui portent les mêmes noms, plus ou moins, mais dont les symptômes sont complètement différents et leurs besoins sont complètement différents au quotidien. Donc, on a expérimenté, on a toujours PAI, puis PAP, puis PPS, et maintenant, on est dans le parcours du PAEH pour l'aîné. Donc, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Être parent d'enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap, c'est épuisant. Et je voulais commencer par ça vis-à-vis des autres familles. C'est fatigant d'être parent de façon générale, mais quand on est dans ces situations de handicap, ça rajoute des difficultés supplémentaires, des formalités supplémentaires. Et du coup, on peut être un peu perdu ou découragé parfois, penser qu'on n'est pas à la hauteur. Et en fait, tant qu'on fait de notre mieux pour notre enfant, on est à la hauteur. Et notre mieux, c'est juste ce qu'on peut donner. On ne peut pas aller au-delà et on doit préserver nos propres santé pour pouvoir prendre soin des nôtres. Ce que je voulais partager aussi, c'est qu'il est normal de trouver la situation injuste, d'être en colère ou découragé, parce qu'on aurait aimé que nos enfants soient tout à fait typiques. Et que parfois on est confronté à des situations qu'on peut vivre extrêmement mal dans les interactions sociales. On peut se retrouver marginalisé avec des gens qui nous disent qu'on prend trop ou pas assez soin de nos enfants, qui jugent notre posture de parents sans connaître les besoins de notre enfant. Ce que je voulais
préciser aussi, c'est que tout ne se joue pas de façon définitive dans le premier et second degré ou dans une année scolaire ou dans un mois scolaire. Solveig l'a dit, c'est une odyssée. Donc, il faut savoir que ça va prendre son temps. Les choses prendront leur temps. On peut toujours, dans notre pays, reprendre ses études, se réorienter. Donc, il ne faut pas se décourager parce qu'à un moment, l'enfant a une note qui nous paraît injuste ou qu'il y a des difficultés, qu'on ne trouve pas d'orthophoniste tout de suite. Voilà, on s'inscrit dans un temps plus long que sur la scolarité d'élèves plus typiques. Et c'est comme ça. Je voulais vous montrer quelques exemples d'exercices qui n'ont pas été aménagés et du décalage qui peut se faire entre la famille ou l'enfant et l'enseignant. Et ça rejoint aussi ce qui vient d'être dit sur l'intérêt, l'importance de fonctionner en équipe avec les enseignants pour que tout le monde puisse faire ce qui est le mieux pour l'enfant. Donc ça se passait en maternelle. L'enseignante demande à l'enfant, dessine ce que tu as fait au gymnase ce matin. Elle attendait des bonhommes bâtons. Vous pardonnerez mon style inimitable. L'élève, lui, a compris qu'elle attendait une trajectoire. Donc, il a dessiné sa trajectoire dans l'espace. Quand l'enseignante a vu ça, elle a imaginé tout de suite que l'élève était incapable de dessiner, ne savait pas faire des bonhommes. Heureusement, il a pu avoir un dialogue entre l'enseignante et la famille qui lui a permis ensuite d'avoir des consignes beaucoup plus explicites. Si elle veut des bonhommes bâtons, elle dit à l'enfant « je veux des bonhommes ». Voilà. Donc, si on était resté dans cette situation-là, elle aurait pu, et qu'il n'y avait pas eu de dialogue avec la famille, avec l'enfant, elle aurait pu mettre en place des choses complètement inadaptées pour apprendre à l'enfant à dessiner des bonhommes qu'il savait déjà faire. Et le décalage serait apparu très tôt, parce que là, ça se passait en moyenne section. Exemple suivant, primaire. Petit apprentissage de l'espagnol. L'enseignante, pour aider les élèves dont elle veut qu'ils complètent les jours de la semaine qu'elle leur a appris, a mis des pointillés sur les zones à compléter, mais le nombre de pointillés qu'elle a mis ne correspond pas au nombre de lettres que l'enfant doit compléter. Et du coup, l'élève, parce que son handicap ne lui permet pas de comprendre directement l'attendu de l'enseignante, n'arrive pas à faire l'exercice alors qu'il connaît parfaitement le résultat. Il les connaît, ces mots de la semaine. Donc là aussi, l'enseignante, évidemment, met une très mauvaise note à l'exercice, et c'est le dialogue entre l'enseignante et la famille qui permet de sortir de cette situation et qu'ensuite, elle puisse avoir des consignes qui soient beaucoup plus facilement compréhensibles par l'élève. Et en plus, elle développe le réflexe, quand l'enfant échoue, d'aller voir avec lui pourquoi il a échoué. Ce qui est très utile pour progresser. Et en plus, sur cet exercice, un adulte m'a dit « mais moi aussi, je me serais fait avoir ». Oui, parce que l'attente didactique n'était pas du tout claire, quelle que soit la personne qu'on est. Ici, on a un bel exemple d'un élève dyspraxique qui s'économise. L'enseignante attend des mots, c'est trop coûteux pour lui de les écrire. Donc, il numérote. Et évidemment, l'enseignante ne comprend pas. Et lui met écrit, alors ça reste rose, c'est pas du rouge. Elle lui met tous ses points en plus, mais elle veut qu'il respecte la consigne qu'il n'est pas capable de respecter, parce qu'en fait, normalement, cet élève est sur ordinateur et pas sur papier, parce que c'est beaucoup trop coûteux pour lui. Le peu qu'il a écrit, c'est entourer et écrire des chiffres, c'est le maximum quasiment qu'il est capable de produire dans une journée, en termes d'écriture. Et en même temps, beaucoup trop court pour lui en plus. Donc là encore, du dialogue pour faire évoluer les choses. Enfin, dernier exemple sur le lycée, très concret, une évaluation dans une matière qui commence par une rubrique que l'enseignante a appelée échauffement, et ensuite elle a appelé les exercices, enfin les items suivants, exercice 1, etc. Elle n'a pas indiqué de barème, mais elle, implicitement, attend que l'élève fasse tous les items, tous les exercices, et elle a prévu des points pour tout. L'élève qui a vu échauffement a cru que c'était facultatif. Il a besoin, parce que on n'a pas encore parlé, mais aujourd'hui, les élèves à besoins éducatifs particuliers, en difficulté, en situation de handicap, se fatiguent beaucoup plus vite que les autres, parce qu'ils font des efforts en permanence pour répondre à la commande de la société, de l'école. Donc, la plupart d'entre eux arrivent à développer des stratégies pour s'économiser, comme celle qu'on vient de voir à l'instant. Donc, cet élève-là, croyant que c'était facultatif, n'a pas fait cet exercice pour s'économiser, sauf qu'il valait 5 points sur 20.
Et donc, ça change tout dans sa note finale. Voilà. Donc, voilà, ça illustre un petit peu les besoins et le décalage qu'il peut y avoir entre qu'attend l'enseignant et les besoins réels de l'élève et quel hiatus, quelles incompréhensions peuvent naître si on ne prend pas le temps de dialoguer et d'expliquer et de mettre en place les plans qui sont prévus pour que tout soit clair pour tout le monde. Donc, on a parfois des aménagements, compensations qui peuvent aller au-delà de ce que le cadre prévoit. J'ai pu discuter avec des équipes de collège qui me disaient, nous, quand on voit que l'élève est en difficulté, on lui applique des aménagements alors qu'il n'y a pas de PAP, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de diagnostic, mais sinon, il n'y arrivera pas. L'inconvénient de ces aménagements un peu sauvages, c'est qu'on n'est pas sûr de quel est le trouble derrière le besoin de l'élève, parce qu'on n'a pas les bilans. Et en plus, ça le masque. Ça masque les difficultés de l'élève, et du coup, il n'y a aucune raison, ni que les parents s'inquiètent, ni que les bilans soient faits et que du coup, ils puissent bénéficier des bonnes mesures, celles qui l'aideront vraiment le mieux par rapport à qui il est et comment il fonctionne. Donc pour moi, voilà, ça peut avoir un effet très négatif en fait, de vouloir aller trop vite et sans de faire des bilans auprès de professions réglementées. Donc ça peut masquer les difficultés réelles de l'élève, ça peut être aussi pour le meilleur. Lorsqu'il y a des compensations complètes du handicap, au-delà de ce qui est prévu par le cadre réglementaire parce que les mesures types sont insuffisantes, d'autant plus qu'elles elles peuvent être hétérogènes suivant les régions. L'Académie de Montpellier, me semble-t-il, a mis en place des matrices pour étayer les élèves qui ont des fonctions exécutives, qui ont des difficultés par rapport à leurs fonctions exécutives. Ce sont des sortes de fils conducteurs qui peuvent rappeler aux élèves que, oui, il faut d'abord, pour une dissertation en français, il faut d'abord une introduction avec tel ingrédient et ensuite une première partie, tel ingrédient, ce qui permet à l'élève de se concentrer sur les contenus et de s'approprier bien la consigne. C'est loin d'être généralisé, ce type de compensation, donc certaines équipes peuvent aller au-delà de ce qui est proposé dans leur zone. Je vous donnerai un exemple pour mon aîné qui n'est pas capable de se déplacer, d'aller vers des personnes inconnues de façon facile, lorsqu'il a dû, dans des lieux inconnus, lorsqu'il a dû aller passer son oral de français. C'était dans un établissement qui n'était pas le sien. La chef d'établissement m'avait donc autorisé à aller une première fois avec lui dans l'établissement pour déposer son ordinateur, parce qu'il est aussi sur ordinateur. Elle lui avait ce jour-là expliqué où il allait devoir attendre la personne qui l'accompagnerait pendant les épreuves, où serait affichée la salle et toutes les informations dont il aurait besoin. Elle m'a autorisé le jour de l'examen à rentrer avec lui dans l'établissement avant tout le flot des élèves. Nous savions dans quelle salle attendre. J'ai attendu avec lui jusqu'à ce qu'il soit pris en charge. Et elle m'a autorisé à aller au CDI attendre pour qu'il n'ait pas à se déplacer seul ensuite. Ça n'était absolument pas prévu dans l'annexe. Mais ça a été très précieux. Il a eu 20 à cette épreuve-là, ce qui était très loin d'être gagné vu son handicap. Donc voilà, on peut avoir d'excellentes compensations. On peut avoir aussi malheureusement des choses qui sont en fait des mesures discriminatoires et pas du tout des compensations. Je pense à une jeune fille que je connais, lycéenne, en fauteuil roulant, pour laquelle l'établissement lui imposait de manger au self derrière un paravent pour ne pas gêner les autres. Donc, je voulais rappeler que les aménagements, les compensations, c'est un droit pour l'enfant et c'est à son bénéfice. Voilà, et ça ne doit jamais être une discrimination. Donc, ce que je retiens de ce long parcours, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps le plus tôt possible de créer des liens de confiance avec les équipes pédagogiques. On a l'impression qu'ils ne réalisent pas les efforts qu'on doit faire, nous, parents, sans arrêt. Mais ce qui est certain, c'est que nous, parents, on n'est pas conscients non plus des efforts que eux font au quotidien pour faire de leur mieux avec notre enfant. Donc, il faut aller les rencontrer le plus tôt possible, leur donner des exemples concrets de situations ou d'exercices qui ont posé problème à l'élève. Ça peut être des choses très surprenantes. Je vous parlais de mon fils sur ordinateur. Le jour du brevet, ils ont sur ordinateur des fichiers de copie type à utiliser. Il n'y en avait qu'un. Donc, première épreuve, il l'utilise. Vient la deuxième partie de l'épreuve de français. Il n'avait qu'un fichier. Il a effacé tout ce qu'il venait d'écrire dans la première partie, parce qu'on lui avait dit qu'il devait composer sur une feuille vierge. Évidemment, le fichier n'a pas pu être récupéré. Il a perdu 50 points. C'est pas un drame du tout. C'est pas agréable sur le coup.
mais on s'en sert pour la suite, pour dire voilà ce qui peut arriver, et du coup, voilà quel est le besoin de mon enfant si on veut lui permettre de réussir comme les autres. En l'occurrence, on a historisé les versions et il a un accompagnateur pour lui éviter ce genre de bug intellectuel maintenant. Il faut aussi savoir que parfois les enseignants, les enfants aussi, ont peur, sont dépassés, oublient, n'appliquent pas, sont confrontés à une situation inédite, quelque chose, un comportement que l'élève n'avait jamais eu, une difficulté qu'il n'avait jamais eue et qui du coup n'est pas prévue dans tous les aménagements. L'élève aussi change naturellement de classe ou d'établissement. Dans ces cas-là, il faut parfois tout refaire ou presque tout refaire. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de lycée et de défis. Nous connaissons nos enfants mieux que personne pour faire face à tout ça et accompagner, expliquer. Par contre, les équipes pédagogiques voient ce qui nous est invisible. Elles voient comment notre enfant se comporte dans leur classe. Et pour ça aussi, c'est important d'être ouvert à ce qu'elles nous proposent et au dialogue. Parce qu'on peut être dans le déni de certains des troubles de nos enfants pour plein de raisons, y compris parfois parce qu'on présente les mêmes troubles sans en être conscient et qu'on a dû faire avec toute notre vie. Donc l'idée, c'est de s'ouvrir à ce qu'elles peuvent nous proposer, d'aller faire les bilans qu'elles nous demandent, parce que c'est pour le mieux de notre enfant. Voilà. Tous ces plans qu'on nous propose, ce ne sont pas des étiquettes qu'on colle sur nos enfants. Ce sont des soutiens pour leur donner les mêmes chances qu'aux autres de réussir. Ça n'est pas une stigmatisation, c'est une reconnaissance de leurs difficultés réelles et du coup des besoins qu'ils ont pour arriver à donner le meilleur d'eux-mêmes. À retenir aussi que les besoins de l'enfant évoluent, en particulier à l'adolescence, en fonction des changements de classe, de matière, d'options. Donc, il faut réajuster en permanence ou presque. Que les aménagements varient énormément d'une académie à l'autre. Donc, on peut aller chercher de bonnes pratiques dans une académie pour la proposer à la nôtre. J'ai essayé sur les matrices avec Aix-Marseille. Je n'ai eu aucun succès et aucune réponse sur ce point, mais je le reproposerai sur d'autres demandes d'aménagement d'examen. Peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre en bénéficiera. Là, je viens à ma casquette professionnelle. Je suis aussi avocate et médiatrice. Je vois beaucoup de parents très en colère parce que la situation est injuste, difficile à vivre, qui sont fatigués. Quand on les rencontre, ils veulent aller au contentieux parce que c'est inadmissible ce qu'a fait l'établissement, ce qu'a fait l'enseignant. Effectivement, quand je vous raconte la jeune fille en fauteuil derrière un paravent, c'est choquant, c'est injuste. Ou mon fils qui perd des points, évidemment que je ne suis pas contente. Pour autant, quand on va au contentieux, tout le monde se crispe et on peut rarement maintenir l'élève dans l'établissement. Or, le changer d'établissement, c'est encore le déstabiliser, l'obliger à s'adapter. Alors que si on choisit la piste du dialogue, en se disant « je ne me rends pas forcément compte de tout ce qu'ils font pour mon enfant, mais ce serait intéressant qu'on échange », et eux ne se rendent pas forcément compte de toutes les difficultés de mon enfant, ce serait intéressant qu'on échange. Si on choisit le dialogue, en général, c'est gagnant. Et pour ce dialogue, quand on n'y arrive plus ou qu'on en a besoin, évidemment, il y a des personnes ressources, que ce soit l'enseignant référent, que ce soit l'association de parents d'élèves, le chef d'établissement, le CPE, on trouve toujours et il faut éviter de rester isolé. Les mots de la fin, patience, parce que c'est difficile, c'est compliqué, ça ne s'arrête jamais, et espérance, parce qu'on voit aussi de très très belles réussites. Vendredi, la MDPH de Vaucluse a mis en lumière un enfant avec des troubles très importants qui est devenu un jeune adulte, qui nous a fait un spectacle magnifique devant plusieurs centaines de personnes. Donc, ça montre que même si on n'arrive jamais à apprendre à lire, tellement c'est dur, tellement les compensations ne suffisent pas, on peut se réaliser professionnellement d'une belle façon. Merci. Merci beaucoup Chantal pour ce témoignage. Et nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Je tiens à souligner, comme l'ont rappelé Madame Solveig Vattel et Madame Chantal Exbraya-Dumas, qu'il existe toujours des solutions face aux interrogations et aux défis que vous pouvez rencontrer dans l'accompagnement scolaire de votre enfant. Utilisez le dialogue. Pour tous ceux qui souhaiteraient revoir ce webinaire ou le partager, le replay sera disponible sur l'espace grand public du site de l'appel. N'hésitez pas à le consulter ou à le diffuser largement auprès des parents qui pourraient être intéressés par ces informations. Vous y retrouverez aussi celui du mois de septembre, consacré aux démarches avec la MDPH.
Je tiens à adresser un chaleureux merci à Madame Solveig Vattel et Madame Chantal Exbraya-Dumas pour leur disponibilité et leurs précieux conseils, ainsi que l'équipe des salariés de l'Appel national qui a accompagné et soutenu ce webinaire. Le prochain webinaire sera le 20 novembre avec comme thème la collaboration école-famille. L'Appel national vous dit à très bientôt.